Alors, chers étudiants de 5e année de Polytech Tours, chers formidables étudiants, bienvenue dans la deuxième leçon du cours de dynamique des structures sur les milieux continus. Donc, on avait terminé la leçon précédente sur l'étude des vibrations libres des poutres en tension, et cette fois, on va s'intéresser au cas de la poutre en flexion. Donc, je vous ai représenté la configuration que nous allons étudier sur cette image. Donc, une poutre droite sur appui simple, et j'ai rappelé les informations à chaque extrémité de la poutre qui vont nous servir dans la suite de l'étude. Il est à noter que cette fois, les déplacements que l'on va étudier ne s'appellent plus U mais V, puisqu'on va étudier les déplacements suivant l'axe Y, qui ne dépendent que de la variable X. À chaque fois, dans les poutres, on aura une seule variable qui sera X. Alors, on a vu dans la leçon précédente que l'équation qui gère le mouvement est rappelée ci-dessous, où on a les caractéristiques du matériau à travers E et ρ, la masse volumique, et puis la géométrie de la poutre à travers sa section et le moment quadratique. Et on voit, à la différence de l'équation de la poutre en tension, apparaître une dérivée d'ordre 4 par rapport à la variable x. Donc, on va chercher la solution sous la forme d'une fonction harmonique, comme dans le cas des tensions. Donc, on voit bien, on distingue ici une partie spatiale, qui va représenter la déformée, et une partie temporelle. Alors, je vous rappelle ici, bon, c'est un détail très simple, hein, la dérivée quatrième de la fonction qui dépend de x et t va s'écrire de cette façon-là. Donc, on fait apparaître la dérivée quatrième uniquement de la fonction v qui dépend de x, et ici la dérivée par rapport au temps, où on va dériver 2 fois le sinus qui fait sortir un oméga carré. Ok, donc on va ensuite prendre donc ces deux expressions, les remplacer dans la formule qui est ci-dessous, et donc on obtient la relation suivante. Alors ce qui est très pratique dans cette relation, c'est qu'on va pouvoir faire une simplification par sinus oméga t, puisqu'il est de part et d'autre du signe égal. Et ainsi, on obtient cette relation qui est beaucoup plus simple, puisque cette fois, on a une équation différentielle linéaire d'ordre 4, qui ne dépend que d'une seule variable, à savoir x. D'accord, on voit apparaître la fonction v qui ne dépend que de x. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de résoudre. Alors on a coutume d'écrire cette relation sous cette forme-là. Voilà, vous verrez qu'on jonglera entre les deux notations. Donc quand on écrit la fonction v exposant un petit 4 entre parenthèses, ça signifie qu'on a une différentielle partielle par rapport à une variable spatiale. Donc ici x dans le cas de notre exo, puisque c'est la seule de notre étude, pardon. Donc moins lambda 4 v de x égale 0, et donc on définit une constante lambda exposant 4, donc qui est reliée aux constantes du matériau et à la géométrie de la poutre. Voilà. Donc on a établi cette relation. Maintenant, on va évidemment la résoudre. Alors la solution d'une telle équation différentielle donc est donnée par cette forme-ci. Donc vous n'avez pas à forcément connaître ou à savoir démontrer. On est dans le cadre d'une équation différentielle d'ordre 4. Vous savez le faire pour les ordres 2. Hein, on a simplement le a cos lambda x plus b sinus lambda x. Dans le cas d'une équation différentielle d'ordre 4, viennent s'ajouter deux fonctions supplémentaires, à savoir le cosinus hyperbolique de lambda x et le sinus hyperbolique de lambda x. Voilà. Donc on va maintenant s'intéresser à déterminer la forme un peu plus précise de cette fonction v dépendant de x. Alors, pour ce faire, évidemment, il faut qu'on exprime de façon judicieuse les conditions aux limites du problème posé sur la poutre qu'on étudie. Je vous rappelle, poutre droite sur appui simple. Alors, donc on va chercher évidemment à avoir 4 conditions limites, parce qu'ici on a 4 constantes à déterminer. Donc je vous donne les deux premières les plus simples. Donc petit i, qui concerne une condition limite cinématiquement admissible, à savoir en x égale 0 que les déplacements sont nuls suivant l'axe y. Donc v de x égale 0, quel que soit t, est nul. De la même façon, sur l'autre extrémité de la poutre, en x égale l, on a exactement la même condition. Donc voici les deux conditions limites cinématiquement admissibles qu'on peut assez facilement écrire. Alors évidemment, nous ce qu'on cherche à avoir, c'est des conditions sur v. Alors ne tombez pas dans le piège à absolument chercher à exprimer des conditions directement sur v. Exprimer toutes les données du problème, et donc une qui est assez évidente dans le cas d'une poutre sur appui simple, c'est que le moment de flexion par rapport à l'axe Z, dans la configuration que je vous ai montrée précédemment, est nul. Et là, cette information, il faut essayer de la traduire sur V. Et en fait, ça revient à écrire que la dérivée seconde de V, donc en x égale 0, par rapport à x est nulle. Alors pourquoi on obtient ça? Alors de la même façon, je vous renvoie à la première leçon de ce cours. Le moment de flexion peut s'exprimer de cette façon-là, où oméga 3 représente la rotation autour de l'axe Z, et ce oméga peut lui-même s'exprimer en fonction de V, et c'est la dérivée donc de V par rapport à x. Donc on fait apparaître la dérivée seconde de V par rapport à x. Donc on peut traduire cette condition du moment de cette façon-là. Okay, et on peut écrire sur l'autre extrémité de la poutre, en x égale l, exactement la même condition. Donc
petit i, petit 2i sont des conditions aux limites cinématiquement admissibles, d'accord, et petit 3i et petit 4i sont des conditions limites statiquement admissibles. Hein. On l'a vu ça l'année dernière en éléments finis, et on l'a revu cette année donc, dans ce cours de dynamique des structures. Donc voilà les conditions limites posées. Alors maintenant, on va les exploiter. Avant cela, je vous rappelle que donc pour les exploiter, on va aller calculer des dérivées secondes de V. Et je vous rappelle, à votre bon souvenir, que la dérivée du sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique, et celle du cosinus hyperbolique est le sinus hyperbolique. Donc ça, c'est quand même relativement simple à traiter. Alors, assez facilement et assez directement, quand on exploite les conditions petit i et petit 3i, donc je vous rappelle, c'est celles qui sont données en x égale 0, on trouve immédiatement que les constantes a et c sont nulles. Donc on a déjà la moitié des fonctions de notre v de x qui disparaissent. Il ne nous reste plus que le terme avec b et d. Alors exploitons maintenant petit i et petit 4i. Donc en x égale L. Alors ça nous fournit les solutions suivantes, pardon, les égalités suivantes, à savoir D sinus hyperbolique lambda L est nul et B sinus lambda L est nul. Alors, intéressons-nous à la première, D sinus hyperbolique lambda L est nul. Ça impose soit d'une part que D est nul, soit d'autre part que lambda L est nul. Alors on va exploiter les deux. Si on considère que lambda L est nul, ça implique, je vous rappelle, que le lambda est relié à oméga, rho, S, E et I. Or, rho, S, E et I, qui sont des paramètres du matériau, eux ne peuvent pas être nuls. Donc ça impose directement que oméga doit être nul. Dans ce cas-là, si oméga est nul, ça imposerait qu'on ait un déplacement constant de la poutre. Alors c'est une solution, mais alors pour étudier la vibration des poutres, c'est un peu limité. Donc dans ce cas-là, on va évidemment retenir la solution que D égale 0. Donc il ne nous reste plus que le terme en B sinus lambda x à étudier, et donc on exploite cette condition, à savoir B sinus lambda L égale 0, qui nous impose soit d'une part que B est nul. Alors si B est nul, ça veut dire que A, B, C et D sont nuls, et dans ce cas-là que la poutre est immobile. Encore une fois, c'est une solution, mais c'est pas une solution qu'on va retenir pour faire l'étude de la vibration d'une poutre. Donc l'autre solution, évidemment, c'est la suivante, c'est que lambda L soit égal à 0 modulo pi, qui s'écrit kpi, quel que soit k, appartenant aux entiers naturels. Et là, on va pouvoir étudier la vibration de la poutre en flexion. Donc la solution à retenir de l'exploitation des quatre conditions aux limites est la suivante, à savoir que lambda peut prendre différentes valeurs qui vont dépendre de k. C'est pour ça qu'on indice le lambda avec un petit k, et donc lambda k est égal à kpi sur L. Voilà ce qu'on va exploiter. Donc on a fini la résolution, il ne reste plus qu'à bien exploiter tout ça, à écrire tout ça, pardon. Donc je vous ai rappelé que le lambda k est égal à kpi sur L. Or, le lambda carré est relié, on l'avait écrit avec un lambda 4, donc le lambda carré, lui, est relié au oméga, rho et s de cette façon-là. Donc, on va nous chercher à exprimer les oméga, indice k, parce que maintenant on en a plusieurs, en fonction de la solution qu'on a trouvée, donc cette forme-ci. Donc ça, cela représente les pulsations propres du système, et pour un milieu continu, on l'a vu précédemment, il y en a une infinité, hein, puisque k peut tendre vers l'infini. De la même façon, on peut écrire le v de x que l'on cherchait, qui va être indicé k, parce qu'il va dépendre de k, on en a l'infinité, cela représente les modes propres, d'accord, et cela va s'écrire de cette façon-là. Donc on trouve les modes propres toujours à une constante près, d'accord, qui n'est pas forcément définie. Alors en général, on normalise les modes, on l'a vu précédemment, pour avoir une définition unique de ces modes propres, mais dans le cas général, on l'écrit de cette façon-là. Comme pour les poutres en tension, je vous rappelle qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut exprimer la solution globale. D'accord, et on va avoir un V qui dépend de X et de T. Là, on a simplement donné le mode propre. Et donc, c'est la somme pour K variant de 0 à l'infini de VK de X sinus oméga K. Voilà. Donc, maintenant, on a absolument bien défini la solution en vibration de la poutre en tension. Alors, je vais me permettre une petite illustration qui permet de voir ce que représentent en fait les modes propres. D'accord. À chaque mode propre est associé ce qu'on appelle une déformée modale, c'est-à-dire la déformée que va suivre la poutre en flexion. Donc les voici, je vous ai rappelé que les trois premières, donc déformées modales pour les modes 1, 2 et 3. Alors vous avez ici la poutre droite qui est représentée systématiquement pour référence quand elle est au repos, et vous avez donc les déformées modales correspondant aux trois premiers modes qui sont les suivantes. Alors lors de la séance de questions que l'on aura, la séance d'échange qu'on aura ensemble, je vous ferai une illustration en fait de ces déformées que vous serez vous-même amené à refaire dans le cadre des TP dynamique des structures lorsque vous allez faire une approche par élément fini. Voilà, je vous propose de continuer sur la suite sur la prochaine vidéo.